Alors, avec cette guerre, va-t-on vers un cataclysme? Oui. Et on imagine bien tout ce dont il a été question ces derniers jours, l'embrasement de la région, le Sud global, comme on dit, contre l'Occident, et j'en passe. Aujourd'hui, un analyste nous dit il y a des signes qui peuvent nous rendre optimistes. Alors ça, on n'a pas tellement l'habitude de l'entendre. Regardons le réel. Il y a des raisons d'être serein. Serein, pourquoi? Pour les mois qui viennent. Et pour l'idée qu'on pourrait effectivement aller vers la paix, vers une solution de paix. Qui le dit? Vous l'avez reconnu, c'est Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, il est avec nous. On va détailler cette tribune et on va évidemment lui poser quelques questions. Il nous rejoint. Bonsoir Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po et auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Le détail de cette tribune, quelles sont les 4 observations qui vous rendent, non pas forcément optimiste, mais pas forcément pessimiste? En tout cas, voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces 4 raisons d'être, de ne pas forcément voir les choses en noir? Eh bien la première, c'est que l'embrasement tant redouté ne s'est pas produit et que ce n'est pas l'hypothèse la plus probable aujourd'hui. Pourtant vous le dites, Frédéric Ancel, les 2 forces redoutables que sont le Hezbollah et l'Iran étaient censées soutenir le Hamas en menaçant Israël sur 2 fronts, mais il n'en est rien. Vous enchaînez. Les dirigeants de la République islamique et du Hezbollah sont fanatiques, mais pas stupides. Ils connaissent les rapports de force. Fait encore plus notable, Hassan Nasrallah, le chef historique du Hezbollah, a bien pris soin la semaine dernière de prendre ses distances avec les attaques du 7 octobre et de déresponsabiliser Téhéran par la même occasion. L'opération déluge d'Al-Aqsa était 100% palestinienne, criait-il à ses fidèles. On redoutait également que les dirigeants arabes qui avaient normalisé leurs relations avec Israël ne lui tournent le dos. Eh bien, c'est la 2e raison d'être plutôt optimiste. Ça ne s'est pas produit non plus. Oui, le constat est clair pour vous, Frédéric Ancel. Aucun des 7 États de la Ligue arabe en paix avec Israël n'y a renoncé à ce jour, à savoir les Émirats arabes unis, le Maroc, Bahreïn ou encore le Soudan, et également la Jordanie, l'Égypte et la Mauritanie. Alors il y a bien eu des rappels d'ambassadeurs de ces pays, mais il ne s'agit là que du minimum syndical, pour parler trivialement. Et vous constatez même que les Émirats arabes unis ont fermement condamné les attaques du 7 octobre du Hamas. Et vous prolongez le constat en ce qui concerne la rue arabe. Manifestation massive, dit-on. Eh bien, vous avez fait le compte et on a vérifié. Sur les 200 millions d'habitants dans les 21 pays arabes, les rassemblements, nombreux certes, regardez, ont compté des centaines de milliers de personnes dans les rues, mais certainement pas des dizaines de millions. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus importante manifestation que l'on a recensée, eh bien, elle a eu lieu le 15 octobre à Rabat, au Maroc, avec 300 000 personnes dans les rues. Vous refusez donc l'idée d'un raz-de-marée et encore moins un printemps arabe. Quelles sont, Quentin, les 2 autres raisons invoquées par Frédéric Ancel? Eh bien, on redoutait la fronde majeure de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Eh bien, là encore, ça ne s'est pas produit. Vous notez par exemple que l'Inde, l'un de ses leaders, a soutenu sans équivoque Israël dès les premières heures de l'attaque, que plusieurs pays africains ont fait de même, comme le Cameroun, le Ghana, la République démocratique du Congo ou encore le Kenya. La Chine, elle, n'a pas pris de mesures de rétorsion, diplomatique ou commerciale, à l'égard de l'État hébreu, se contentant simplement de condamner les bombardements d'Israël à Gaza. Enfin, 5e et dernière raison, si le Hamas est promis à un écrasement militaire, vous dites à l'inverse que Benyamin Netanyahou et son gouvernement sont d'ores et déjà condamnés. Pour vous, c'est un gouvernement indigne, composé d'extrémistes, de fascistes et de fanatiques, avec l'encouragement, par exemple, à la colonisation ou encore un langage belliqueux à l'encontre de la Palestine. Ils auront des comptes à rendre, écrivez-vous. Vous concluez avec 3 conditions pour que cet espoir de paix soit réalité. La démilitarisation du Hamas, la reprise en main par l'autorité palestinienne de Gaza et enfin le changement de gouvernement en Israël. Bref, le chemin vers une nouvelle donne politique, un accord de paix et la solution à 2 États n'est pas du tout fermé pour vous. Merci Quentin.
Alors c'est vrai que Résumé remarquable. Voilà. les médias ont tendance toujours à noircir le tableau. Et c'est un travers que nous avons, nous, médias, inquiétés. Pourquoi? Parce que la peur fait vendre. On le dit souvent ici dans cette émission, c'était le cas dans beaucoup d'autres thèmes que nous avons traités. Et là, donc, vous prenez un peu la musique ambiante à contre-pied. Alors évidemment, on a envie quand même de vous poser certaines questions. Est-ce que toutes ces conditions, et en particulier les dirigeants arabes, mais aussi les dirigeants perses ou les dirigeants du Hezbollah, est-ce que tout ça est durable? Ou est-ce que cette opération, à mesure qu'elle se poursuit, ne va pas crisper les choses? Alors d'abord, je pense qu'il n'est aujourd'hui aucun État arabe, il y en a 22 recensés dans la Ligue arabe, créée en mars 1945, qui est à la fois la capacité et la volonté d'attaquer Israël pour défendre le Hamas. Ça, c'est une certitude, il n'y en a aucun. Après, le Hezbollah et l'Iran, comme ça a été très bien rappelé, sont extraordinairement pragmatiques. Il y a déjà eu 3 guerres et demie même, entre Israël et le Hamas. Jamais le Hezbollah n'a fait plus que ce qu'il fait depuis quelques semaines, c'est-à-dire agir, alors un peu plus que symboliquement, mais en tout cas, jamais le Hezbollah n'a fait la guerre à Israël, parce qu'Israël faisait la guerre au Hamas. L'Iran, c'est encore plus spectaculaire. Depuis l'avènement de la République islamique d'Iran, en 1979, jamais Téhéran n'a attaqué de front Israël, absolument jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne tente pas, via des proxys, via des virus sur le cyberespace, d'attaquer Israël, et Israël fait de même. Jamais l'Iran n'a risqué de perdre très gros en tentant de gagner un petit peu ce qui aurait correspondu à une attaque contre Israël. Et enfin, le fameux Sud global, qui pour moi est un concept d'une paresse extraordinaire et qui en réalité, en termes de force face à l'Occident, alors en tout cas face à l'OTAN et à ses alliés immédiats, on pourrait poser longtemps sur ce que c'est que l'Occident, ce Sud global aujourd'hui, y compris sur cette question, en fait il est beaucoup plus morcelé d'une part et beaucoup moins proactif d'autre part que ce qu'on veut bien entendre. Et si je peux me permettre, je conclus, Israël ne fait pas la guerre à l'autorité palestinienne. Israël fait la guerre au Hamas. Or, beaucoup d'États arabes modérés souhaitent que le sale boulot soit fait. Le Hamas, c'est la branche radicale des frères musulmans. Et les islamistes radicaux sont considérés comme extrêmement dangereux, à juste titre d'ailleurs, par la totalité des États arabes modérés. L'Arabie Saoudite, dont l'Arabie Saoudite, mais jusque y compris au Maroc, dont on a parlé il y a un instant. À Casablanca, ça a tapé très fort en 2003 et dans les années qui ont suivi. Et les autres États arabes modérés ont eu tous maille à partir avec les frères musulmans. Et dans certains pays, comme l'Égypte évidemment, contigus de la bande de Gaza, ils sont carrément interdits. est-ce que ça signifie pour vous que, d'une certaine manière, les accords d'Abraham, donc on résume, mais un certain nombre de pays ont déjà signé des accords avec Israël, un certain nombre d'autres pays, en particulier l'Arabie Saoudite, étaient en train de le faire. Selon vous, ça ne va pas changer? Après, évidemment, une période où on est obligé d'afficher la condamnation, de geler le rapprochement, ça va poursuivre son cours. Je pense que ça va poursuivre son cours, notamment en Arabie Saoudite, pour une raison liée au prince héritier qui a fait démonstration ces dernières années d'une volonté de ne pas se voir tordre le bras. Il déteste ça. Les Américains, souvenez-vous, lorsque Joe Biden a été élu, et avant même d'ailleurs son accession à la présidence, avaient dit pique-pendre du prince héritier, notamment sur la fameuse affaire de ce journaliste découpé en rondelles en Turquie. Depuis, les Saoudiens font payer très très amèrement, très durement les États-Unis, je dis bien les États-Unis. Par ailleurs, dans d'autres domaines, notamment face aux salafistes et à un clergé très puissant à l'intérieur même du pays, à l'intérieur même de l'Arabie Saoudite, MBS ne s'en laisse jamais compter. Autrement dit, oui, bien sûr, ça va freiner les choses. Ça va sans doute freiner d'ailleurs aussi la coopération entre les États signataires des accords d'Abraham et Israël. Mais ça n'annonce pas, me semble-t-il, en tout cas depuis un mois, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le cas, ça n'annonce pas de rupture. En ce qui concerne, et c'est peut-être quand même le cœur du sujet, un éventuel accord entre Israël et les Palestiniens sur la création d'un État palestinien, la solution à 2 États. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que les événements d'aujourd'hui vont encore plus crisper les opinions israéliennes d'un côté, après les massacres, palestiniennes de l'autre, après ces bombardements depuis un mois. Vous semblez penser au contraire que ça pourrait les rapprocher. Comment se ferait ce rapprochement ?
Je me souviens de 1987 et l'éclatement de la première intifada. D'ailleurs, c'était dans la bande de Gaza. Pendant 4 ans, cette première intifada avait fait plusieurs centaines de tués. C'était quelque chose d'extrêmement difficile, de très douloureux. Il y avait des attentats, puis il y a la répression israélienne. En 93, sont signés les accords d'Oslo. Pendant plusieurs années, on voit, alors c'est pas l'amour fou entre Palestiniens et Israéliens, mais pendant plusieurs années, ça marche. Il y a un processus de paix. Et je vais vous dire mieux. Il y avait, et je l'ai vécu, puisqu'à l'époque j'étais jeune doctorant en thèse sur ces questions-là, j'allais fréquemment dans la bande de Gaza, qui était tout à fait ouverte à l'époque, et je croisais régulièrement des patrouilles de sécurité composées dans les mêmes jeeps de soldats policiers de l'autorité palestinienne naissante et de soldats et de policiers israéliens. Ça a existé. Autrement dit, je ne suis pas en train de dire que ça va être le bonheur du fait de cette guerre épouvantable, de cette tragédie. Je vous dis que dès qu'on revient à un processus de négociation politique, eh bien, tout est possible. Bon, c'est assez iconoclaste. Vos questions, vos réflexions, oui. Dominique. J'aimerais tant que Frédéric Ancel ait raison. Et en réalité, je ne le suis que sur un point. C'est-à-dire que la seule raison d'optimisme que je lui concède, c'est la fin de Netanyahou. Ça, c'est une très bonne chose, et je crois qu'on ne reviendra pas là-dessus. Pour le reste, alors, si j'étais taquin, je dirais que les propos de Frédéric Ancel me rappellent la remarque de Raymond Aron sur le général gallois. Un modèle presque parfait de délire logique. Parce qu'en réalité... De délire logique. Parce qu'en réalité, l'histoire est infiniment plus tragique que cela. Et ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, on ne reviendra pas là-dessus. Il y aura un avant et un après. Et je ne crois pas que l'on soit en capacité aujourd'hui de dire que grâce à ce tournant tragique, dramatique, la paix est possible. Et quand vous dites un après pire que le aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que, hélas, je le répète, j'adorerais que Frédéric Ancel ait raison, mais hélas, toutes les raisons mentionnées n'intègrent pas l'essentiel, c'est-à-dire le ressenti, l'émotion. Oui, il n'y a pas... des millions de personnes dans les rues, mais il y a une réalité, il y a une volonté. Et en fait, jamais l'écart entre les sensibilités israéliennes et palestiniennes, jamais l'écart entre les sensibilités occidentales. Et quand même, ce concept de Sud global n'est pas si superficiel que Frédéric Ancel le dit. Je crois qu'il correspond à quelque chose. Cette volonté des pays du Sud de dire « Nous avons le sentiment que quand les morts ne sont pas blancs, chrétiens ou occidentaux, ça ne concerne pas les occidentaux. » Voilà, pardon. Oui, enfin, cher Dominique, Fernand Braudel, s'il vous plaît, les temps longs. Mais oui, il y a du ressenti. D'abord, j'avais dit que c'était grâce à cette guerre qu'il y aura la paix. Le ressenti, mais il était terrible après 48, il était terrible après la guerre du Kippour. Quelques semaines après la guerre du Kippour, il y a 50 ans, pratiquement jour pour jour, on recommençait à négocier, et on négociait de manière tout à fait remarquable. Donner encore 2 ans et demi aux Égyptiens et aux Israéliens, et ils signent la paix certainement la plus solide qui existe jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Je cite très souvent Reverdy. Vous dites qu'il y a un ressenti dans ce monde, dans le Sud global. Pardon, s'il n'y a pas des dizaines de millions de personnes dans les rues, s'il n'y a pas de référendum, s'il n'y a pas d'enquête d'opinion réalisée là-dessus, on est, pardon, cher Dominique, dans la supputation. Moi, je vous dis des faits. Il y a 400 millions d'Arabes dans le monde arabe, dont plus de 200 millions d'adultes. Il y a eu environ 800, peut-être 900 000 personnes qui ont manifesté. C'est beaucoup et c'est logique. Et c'est bien légitime, c'est totalement compréhensible. Ça ne signifie pas que le monde arabe est en ébullition. On est là dans du galvaudage. C'est trop facile, en réalité, d'adopter cette espèce de posture décliniste, voire apocalyptique. Parce que moi, je veux bien me tromper sur ce schéma. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a après? La désespérance permanente, 1, c'est pas une option. Et 2, de toute façon, à Gaza, le jour d'après, il y a bien
quelque chose. Et moi, je pense que ce quelque chose, c'est vraisemblablement, je peux me tromper, vraisemblablement, le retour d'une manière ou d'une autre, et avec des aides massives, il le faudrait de toute façon, de l'autorité palestinienne à Gaza, d'où elle a été chassée en 2007 par le Hamas. Il n'y a pas d'alternative à l'autorité palestinienne. Pas un État arabe n'enverra ses soldats contrôler la bande de Gaza au risque de les voir revenir dans des caisses en bois entourées de drapeaux. C'est une évidence. Et les Israéliens, je vais vous dire, ils sont vaccinés. Et quand je dis vaccinés, mettez ça entre guillemets, mais je le dis avec force et vigueur, contre une réoccupation de Gaza. Bah, il reste qui? L'autorité palestinienne. Et de ce point de vue-là, puisque Netanyahou chutera, ça c'est une certitude, et puisque l'autorité palestinienne, je le pense, reviendra, encore une fois, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas quand, à Gaza, à partir de là, si ça se fait, tout redevient possible. J'ai pas dit facile, j'ai dit possible. Bon, Sarah, Oui, Dominique et Jean. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Ancel. D'ailleurs, de manière plus modeste, j'avais écrit quelque chose de très similaire dans l'Obs. Mais oui, et puis il faut souligner, pour répondre à Dominique, que cette volonté comme ça, ce rappel de la sensibilité de la rue arabe, en fait, la haine d'Israël, c'est la seule chose qui les fédère. Et si vous voyez en plus la séparation entre... je veux dire, le nasserisme est mort. C'est le Hamas qui l'a remplacé d'une certaine manière. Et c'est tragique, mais c'est pas ça qui va faire une vraie conscience et une vraie révolte arabe qui naîtrait. Voilà. En fait, cette question d'un État palestinien, elle est caduque, et c'est grâce peut-être à l'aune de cette guerre qu'on va pouvoir la remobiliser pour le bien des Palestiniens, mais ça viendra sûrement pas ni de la rue arabe, ni de ce Sud global avec lequel on pleure. Dominique, des signaux qui rendent optimiste ou plutôt Oui, moi inquiet? je crois qu'il y a deux choses. Sur l'extension du conflit, je vais plaisanter, mais c'est pas pire. Je veux dire, effectivement, il n'y a pas d'extension du conflit. Et les manifestations, c'est quelque chose de contrôlé d'une certaine façon. Il faut laisser des manifestants prendre le drapeau, on secoue et on rentre à la maison. Donc tout va bien. Donc je pense qu'il n'y a pas d'extension. Effectivement, Téhéran a bien compris et n'a pas intérêt du tout à cette extension. Ça, c'est le premier sujet. Sur le deuxième sujet, plus ponctuel, vers Gaza, État palestinien, les trois conditions mises par Frédéric Ancel, alors Netanyahou, évidemment, dehors, destruction du Hamas, on va voir, désarmement du Hamas. La question, c'est qui va gérer ça? C'est-à-dire, en Israël, qui va-t-on mettre en place pour gérer le sujet? Deuxièmement, vous parliez des accords d'Abraham. Qui Israël acceptera pour gérer la bande de Gaza? Non. Je précise que Benjamin Netanyahou avait dit nous assurerons le contrôle de la sécurité du territoire. Nous, il s'était pas tout à fait exprimé, ou il avait été mal compris. Il ne voulait pas dire qu'il y aura une occupation, une réoccupation de la bande de Gaza. Toutes les autorités. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ce que tout le monde dit, tous les Occidentaux, c'est création de l'État palestinien et d'avoir deux États. Quel est le chef israélien qui va le faire? Quel est le chef palestinien qui va le faire? Et pour revenir sur les accords d'Abraham, je crois qu'ils peuvent continuer effectivement, mais en ouvrant un volet palestinien, avec un carnet de chèques d'Arabie Saoudite, par exemple. Vous doutez qu'un Premier ministre israélien, compte tenu de l'opinion israélienne, après ces massacres, puisse accepter la création d'un État palestinien? Non, j'ai bien compris. Le système démocratique israélien a porté M. Netanyahou. Au passage, on doit se poser des questions sur le vote proportionnel, parce que c'est ça qui l'a amené. Quel est le système démocratique qui va permettre d'amener quelqu'un qui aura la légitimité, parce qu'on ne va pas faire des élections tout de suite, enfin je ne pense pas, mais sur le long terme, donc pas d'extension, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, et des lignes d'espoir, je suis assez d'accord. Un nouveau Rabin, un nouvel Yitzhak Rabin, ouais. Vous ne le voyez pas venir pour l'instant. Un mot là-dessus, Frédéric? Oui, un mot là-dessus. Begin a fait la paix, il était un nationaliste extrêmement ombrageux avec l'Égypte. Alors c'est vrai que c'est plus simple, entre deux États, n'empêche qu'il l'a fait. C'est quand même Sharon, qui n'était pas considéré, me semble-t-il, comme une colombe extraordinaire, qui en 2005 prend de force, et en 2 semaines, sans tir fratricide, les 8000 colons de la bande de Gaza et toutes les bases militaires, avec l'approbation très majoritaire de la population israélienne, alors que Gaza est considéré par les juifs religieux comme Eretz Israël, donc Israël biblique en quelque sorte. Et puis donc, bien évidemment, Rabin, qui lui était travailliste, et qui a signé. Je ne sais pas, les grands hommes, c'est dans l'adversité qu'on les reconnaît, mais a priori, en tout cas, je dis juste d'un mot, les deux chefs de l'opposition aujourd'hui sont des centristes. Benny Gantz, c'est un militaire, il vient de rejoindre le gouvernement d'union nationale, ancien chef d'état-major, il est assez apprécié par la population. Je ne suis pas certain que pour l'instant, il a un programme extrêmement riche, ça peut arriver. Quant à Yair Lapid, il est de centre-gauche, il n'aime pas du tout les ultra-orthodoxes, pour le coup, lui n'est pas du tout religieux, il n'est même pas pratiquant, et il pourrait fédérer
créer un grand centre ou un grand centre-gauche. Là, on n'est pas du tout dans la pensée magique parce que mathématiquement, c'est possible. D'ailleurs, ça a été fait il y a un an. Un élément supplémentaire quand même qui va dans le sens de Frédéric Ancel, je m'excuse, je dis juste à propos du ressenti quand même. Le ressenti de la rue arabe, ça je veux bien y croire. Mais il y a le ressenti aussi des gens comme moi après ce qui s'est passé le 7 octobre. Et au fur et à mesure que le récit israélien, parce qu'on a dit qu'il y avait un récit israélien, non, les Israéliens ont d'abord caché la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et petit à petit, l'horreur de ce qui s'est passé apparaît. Et cette horreur, on s'en aperçoit de plus en plus, c'était pas des combattants du Hamas, c'était en réalité des civils qui étaient sortis, qui ont suivi les combattants du Hamas et qui ont été se livrer à des tortures sans nom, mais pire que celles presque des Einsatzgruppen en 1941-42 lors de la Shoah par balle, et qui s'en sont pris à une population de gauche, qui plus est, de gauche, de gens qui étaient pour la paix, qui militaient pour la paix. Ils ont tué des jeunes qui faisaient un festival pour la paix, et ils ont tué des gens qui étaient dans des kibboutz de gauche. Donc le ressenti qu'on a, moi le ressenti que j'ai personnellement, c'est que ça a tué en grande partie, et ça a affaibli la cause palestinienne. Deuxième chose, et donc, ça veut dire que la sympathie qu'avaient les Palestiniens, dont bénéficiaient les Palestiniens avant ce massacre du 7 octobre, malgré les épisodes terroristes qu'on a connus dans le passé, en tous les cas, pour moi, c'est largement dissipé dans le monde occidental. Et c'est bête, mais aujourd'hui, le monde occidental, contrairement au Sud global, et quand on dit Sud global, moi je suis d'accord avec vous, parce qu'il faut voir qu'est-ce que le Sud global, ben ça pèse, et ça pèsera encore longtemps dans l'histoire du monde. Deuxième chose, si je peux me permettre, c'est que ce qu'on voit dans ce conflit, mais c'est que le Hamas est tout seul. Il y a que... Enfin, vous savez, comme on dit quand l'expression c'est que de la gueule. On entend, oui, des gens, ouais, on est du côté du Hamas, etc. Mais qui est entré en guerre aux côtés du Hamas? Personne. Qui veut accueillir des réfugiés palestiniens? Personne. Aujourd'hui, les Palestiniens sont seuls. Même aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Égypte, c'est quand même assez extraordinaire, n'a pas ouvert sa frontière en disant on accueille tous les civils palestiniens et on vous met dans des camps, etc. Parce que l'histoire a montré qu'à chaque fois qu'on a accueilli des Palestiniens sur son territoire, le Liban, la Jordanie, ça s'est terminé en catastrophe parce qu'ils ont voulu créer un État dans l'État. Donc les Palestiniens sont seuls. Donc au final, la cause palestinienne est amoindrie, le monde arabe est solidaire uniquement en parole, mais pas en réalité. Et donc, je pense que ça ouvre effectivement une opportunité. Mais ça va se jouer non pas du côté palestinien, mais du côté, à mon avis, israélien. Et c'est là-dessus que... Le camp des optimistes, finalement, semble majoritaire par rapport au camp de ceux qui voient l'avenir en noir. Alors, un mot encore de conclusion, Dominique. Le clan, je suis tout seul, hélas, des pessimistes répondrait à ce qui vient d'être dit en disant... Ça ne correspond pas aux faits. C'est-à-dire que dans la réalité, même dans un pays comme le nôtre, les jeunes sont infiniment plus pro-palestiniens que leurs parents. Il y a un décalage chronologique. Plus on est vieux, parce qu'on a l'histoire, plus on se souvient de ce qui s'est passé, plus on est jeune, plus on voit les images. Et les images de Gaza se sont rapidement substituées à celle du 7 octobre. C'est aussi un phénomène économique et social. Plus on est éduqué, mais voilà. Mais en fait, j'arrête parce qu'on va changer. J'arrête parce qu'on va changer. Mais les opinions publiques... C'est l'université américaine qu'on décide du sort de la Palestine. Certes, d'une part. D'autre part, les opinions publiques n'ont pas de chasseurs-bombardiers. Et enfin, dans les années 60 et 70, les jeunes en Europe et en Amérique étaient extraordinairement tiers-mondistes et antisionistes. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'était des gens tout à fait embourgeoisés, des gens qui étaient tout à fait en faveur d'une coopération entre l'Occident et le reste du monde. Et pour beaucoup, ils sont devenus très pro-israéliens.